Tout le monde parle de la pulsation et des sphères qui se détachent et tout ça. Mais en fait, c'est toujours en 3 dimensions. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer, de vous le démontrer. Voilà, la pulsation, par exemple, qu'on doit ressentir au centre du cerveau. D'accord ? Donc, le centre du cerveau. D'accord ? Et quand je parle qu'il y a des sphères qui se dédoublent, ou je ferai aussi un montage sur une vidéo que tu pourras reprendre, si tu veux, par rapport à l'origine de la fleur sacrée, eh bien, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Ah, voilà. Donc, alors, voilà. Attends. Donc, voilà. Voilà. Tu vois, ce mouvement-là, je vais le montrer. Tu vois, tu as 2 sphères avec une torsion, enfin, une sphère avec une torsion au milieu qui fait ça. C'est ça le secret. D'accord ? Donc, d'une sphère qui fait 2 sphères. Mais c'est pas 2 sphères qui ont fait ça. Ça faisait rire, mais moi je le voyais venir. Je vais en prendre un autre. Deuxième coup. Voilà, comme ça c'est mieux. Vous avez vu ? J'ai tourné, hein, d'accord ? D'accord. Donc tu vois, il y a la sphère les 2 sphères se sont scindées avec une torsion. Et c'est le principe de la mitose, qui n'est pas montré dans les trucs, mais tu vois, c'est ça. Et donc il y a toujours un rapport de 8 de sphères entre les deux. D'accord ? Et si une sphère doit rentrer dans l'autre, c'est pas comme ça, c'est en pénétrant en spirale. D'accord. On retrouve le principe de l'électron. Vous savez que l'électron, c'est la manifestation spiralée du principe de vie. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis. D'accord ? Et c'est à partir du moment où tu as des électrons spiralés qui vont aller rentrer dans les couches électroniques des autres atomes ou molécules pour aller les combler, et ça donnera après naissance à ce qu'on appelle les antioxydants. Voilà, les antioxydants, mais voilà. Donc ça, je vous l'ai montré, parce que ça, c'est le principe de vie. D'accord ? Pulsation et mouvement à l'intérieur. Voilà. Pulsation, mouvement. Et le mouvement devient un mouvement spiralé qui dégage les 2 sphères. Les 2 sphères primitives. C'est comme ça qu'il faut le voir, alors que nous, par simplification, dans nos schémas, on met de pastilles, quoi, enfin de cercles à plat qui s'ouvrent. Mais en fait, ce sont 2 sphères qui rentrent les unes dans les autres et qui ont tendance après à vouloir se retrouver, et ça sera après le mécanisme du regroupement des âmes sœurs, de retour vers l'unité initiale et primitive, à la fin, in fine, quoi. Est-ce que ça rejoint le concept des 2 sphères d'hydrogène qui se regroupent là ? C'est ça que je voulais te dire. Milieu, c'est ça, je voulais te dire, okay. voilà. Je vais être sûr d'avoir compris la même chose. D'accord. Et donc, Pierre Hillard nous parle si tu veux, du gros problème de la destruction de la révélation, en passant à la révélation christique. Mais en fait, on s'associe à ce qu'on disait, l'origine, enfin, le centre du cerveau a en lui l'image de l'homme, dans une autre dimension, l'image holographique qu'il reconstruit au niveau de son incarnation. Alors ça va passer par ces 2 sphères, ça va se reconstruire. Et en fait, la révélation nous ramène à l'Apocalypse, et en fait, c'est pour l'instant la révélation de ce mécanisme-là qui doit être étouffé à tout prix pour ne pas que l'homme nouveau arrive, s'épanouisse sur Terre. Voilà ce qui se passe en ce moment. C'est sérieux, c'est grave. Donc j'écoute en ce moment Amanda Brosman, je trouve bien. C'est quelqu'un de branché aussi, je crois qu'il est hollandais ou norvégien, voilà. Et il m'aide énormément à comprendre ce mécanisme Médusa qui apparemment est beaucoup plus important que je l'imaginais. Je vais dire en toute modestie quelque part, c'est que ça m'est apparu comme ça, et puis je vivais avec, c'était la routine. Mais maintenant, avec tout ce qui m'est demandé, et un petit peu grâce ou à cause des gens qui viennent, qui me demandent par rapport aux interviews, tu sais, tu as des gens qui sont intéressés par l'évolution, de ce qui va se passer après, eh bien, j'ai vraiment l'impression que ce Médusa est une structure d'intelligence pure, qui se incarne chez les gens, plus les informés que les autres, chez les gens, et que lorsque je travaille sur quelqu'un, je lui translate ce mécanisme Médusa, c'est comme si je lui faisais un implant d'intelligence. Ça fait un peu science-fiction, et que ça va se déployer dans son corps petit à petit. Moi, je dois aller me ressourcer, mais c'est un petit peu ce qui est décrit par Amanda Brosman par rapport à son vécu à lui et à sa façon d'expliquer l'évolution de l'humain.
Donc, D'accord. si tu veux, si un peu grâce à toi ou ce qui se passe pour moi, c'est qu'on a l'impression que toutes ces informations maintenant arrivent en surface et sont nécessaires. Mhm. Tu vois, et ça, c'est, Oui, oui. tu vois, c'est nécessaire. Alors qu'avant, c'était bon, c'était un peu folklore, quoi. Médusa, oiseau, ça me faisait rire, quoi. Tu vois, eh ben, pas tant que ça, tu vois. C'est comme si c'était nécessaire. Voilà. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est pas pour rien que ça coïncide Ça coïncide. avec des dossiers plus sombres qui remontent à la surface aussi sur un autre plan Je vois pas ce que tu veux dire. à cette période. Bah, actuellement, il y a quand même beaucoup de révélations d'actes sombres Ah oui, tu veux dire la société. pédophilie, Oui, c'est ça. les sociétés secrètes Des horribles. dossiers qui remontent à la surface de Ah oui, plus en oui, plus. oui. Je veux dire, dans la période actuelle, donc moi, ça m'étonne pas qu'il y a aussi La des- partie lumière, si je la puis me partie- permettre. oui, tout Oui, à oui, fait, c'est un peu tout à plus fait. lumière, oui, oui. De toute façon, on se comprend, quoi. Enfin, faut être clair. Hein. C'est quand même marrant que ça Oui. tombe en même temps. Oui, Cette oui, oui. grande période que tout le monde Voilà, dit et révélation, et machin. que les événements de ma vie fassent que ça soit mis un peu en surface, et grâce à toi, quoi. Parce que moi, je restais là, mon bouquin, ça fait 10 ans qu'il est là. Tu sais, il y a un moment. Hein, Mais tant mieux, moi, si je peux participer à tout ah ça. bah là, tu as participé pour moi, alors tu peux pas imaginer. D'accord. Oui, je veux juste te dire aussi, pour ceux qui ont comment je veux dire, des manifestations maniaques. Vous vous rappelez, je n'aime pas maniaque. Hein, il faudrait qu'on trouve un autre terme. Vous vous rappelez, quand j'ai fait mon expérience au niveau de l'Égypte, j'avais des phases maniaques, c'est-à-dire une sorte de flush intérieur. Alors bien sûr, c'est de la dopamine, bien sûr, ce sont des neurotransmetteurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été libérés, quoi? Ces flushs-là qui vous donnent une sorte d'omnipouvoir, d'omniprésence de partout. En réfléchissant, je me suis dit et en travaillant sur notamment qui a eu ça, comment je veux dire, ce sont des bulles d'incarnation, des sphères d'incarnation, qui sont, comme je l'explique, l'origine de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'elles ne se dissolvent pas dans le corps, elles restent en plusieurs identités jusqu'à ce qu'on les fasse sortir, ou alors elles sortent d'elles-mêmes en fonction de conditions extérieures. Et là, je tiens à dire ça, parce que ceux qui ont des flushs qui arrivent comme ça, il faut imaginer que ces bulles contiennent des mémoires karmiques bien levées dans une autre dimension. Bien sûr, c'est pas un... Voilà. Et que d'un seul coup, la bulle va lâcher, hein, la bulle confinée dans votre cerveau va lâcher, et toutes ces informations vont se répartir dans votre cerveau vibratoire et lui donner cette force intérieure, vous voyez, cette luminescence qui vous donne la connaissance absolue, les intuitions, mais après ça redescend, d'accord, une fois que ça s'est réparti. Donc je voulais expliquer ça un petit peu pour les gens qui subissent ça et les rassurer qu'ils ne sont pas fous, ils sont juste en train de subir des mécanismes énergétiques hors de leur volonté, mais que ça peut tout à fait s'apprendre et se contrôler. Voilà. Est-ce que ça rejoint le schéma des sphères qui fusionnent de tout à l'heure ou rien des sphères qui fusionnent par torsion ou ça n'a aucun rapport? Bah, Non, quand tu dis que ça va lâcher, c'est que ça va fusionner ou que bah, ça va disparaître? bah, C'est c'est-à-dire la sphère qui est une dans... question con, peut-être je couperais. Non, bah, c'est pas évident, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de sphères, mais tu as la sphère au niveau des atomes, tu as la sphère au niveau des incarnations, tu as la sphère au niveau de tes mémoires traumatiques. Tes mémoires traumatiques, tu les mets dans une petite bulle pour ne pas trop souffrir, qui sort de ta conscience et qui reste dans un coin de ton cerveau et dans une autre dimension, mais elles sont toujours en train de conditionner ton fonctionnement. Donc tu es conditionné par des sphères, comment je veux dire, vibratoires de base, que sont tous les atomes, que sont tous les manifestations d'énergie source, c'est toujours en sphère. Donc soit tu as une sphère globale qui est bien harmonisée, je dirais par le cerveau Médusa, donc ça serait l'idéal, soit tu as des multisphères dans ton cerveau, à la fois au niveau cellulaire, atomique, mémoire et mémoire karmique. Et je parlais donc de la sphère de mémoire karmique, donc qui est levée dans ton cerveau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se voit pas. Hein, c'est quand on l'a fait apparaître, d'accord, que d'un seul coup, on l'a fait apparaître et on se dit, bah voilà, elle est là. Bon, ça, je le sens, hein, je l'ai fait apparaître. Et encore, pas tout le temps, parce que c'est difficile, mais admettons que je l'ai déjà fait, donc je sais que c'est comme ça. Et à ce moment-là, quand ces sphères-là explosent, si je puis dire, quand elles ne sont plus confinées pour X raisons, un peu comme moi, j'ai retrouvé la synchronicité avec le passé, c'est-à-dire les 3 étapes de temps.
Alors, pour comprendre ces états maniaques, c'est-à-dire ce relâchement de la bulle qui va vous transporter dans d'autres dimensions et vous donner une omniconscience, une omniscience, une omni-intuition, il faut qu'il y ait trois principes de base qui soient simultanés. Il faut qu'il y ait le lieu, le temps et l'état. Le lieu, pour moi, par exemple, c'était au niveau minéral, la mémoire des pierres, donc le mécanisme de mémoire des pierres des fondations Philippe Auguste. Quand j'étais au niveau du temps, c'est un temps astrologique. Au niveau de la configuration astrale, il faut que ça soit à ce moment-là, et le temps dans la journée. Au niveau de la chronobiologie, par exemple, ça peut se faire à 11 heures, ça peut se faire à 5 heures, mais ça ne se fera pas à 3. Parce que votre corps est réceptif avec les cycles de l'énergie, et il n'est pas réceptif tout le temps. Et il faut que vous soyez, et c'est un peu ça, dans un état particulier. C'est-à-dire que votre corps doit être prêt, au niveau biologie, à recevoir ces informations. Et à partir de là, vous savez ce mécanisme de déclenchement, s'il est prêt, de ces mémoires de connaissances que vous avez qui sont bloquées dans les sphères et qui vont relâcher, qui vont vous donner tous ces états. D'accord ? C'est génial, quoi, cette façon de... Ah, ça te plaît ? Bah ouais, parce que là, t'amènes un autre vocabulaire sur quelque chose qui, pour moi, est la même chose. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a la méditation qui permet de toucher d'autres plans de conscience. Ah oui, bien sûr. Voilà, Grâce à cet état, là tu parles d'état pour moi, c'est ce que Laurent Duro il dit, l'état cognitif intuitif. Oui, tiens, voilà, ouais. Très bien. Voilà, il faut ça rejoint ça. C'est quoi. pas mal. Oui, et quand tu parles du temps, même si on sait que, même si dans l'invisible le temps n'existe pas, là, il y a quand même des concepts énergétiques liés au temps linéaire de notre réalité. Quoi. Oui, sinon t'es pas en phase. Voilà, c'est ça. Pas en phase, c'est ça. Donc c'est le temps dans le sens énergétique, quoi. Par exemple, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour le menhir qui parle, tu sais, le menhir. Le menhir qui parle. On revient, le menhir, bon, qui communique. Non, parce que là, je vous solidarise de cette phrase. Non, D'accord. Pour la communication avec le menhir, ça se fait au moment de Lune Saturne Mars. Il faut qu'on soit en conjonction Lune-Saturne. Ah oui, comme les cerveaux informés. Comme les cerveaux informés. Il faut qu'il y ait cette brèche dans l'espace-temps. Alors à un moment, on m'avait dit, oui, Lune-Saturne, parce que dans la tradition, on le retrouve un petit peu. C'est la Lune, c'est la planète la plus proche de la Terre et qui va le plus vite. Saturne, la plus éloignée et qui va le moins vite. Donc ça fait une sorte de contraste, tu vois, ça doit étirer le temps quelque part. Et là, ça permet à ces autres dimensions d'arriver. Ça me fait penser au menhir qu'à un symbole de lune gravé dessus, là. Ouais. Il y a un carré et une lune dans un coin qui pointe un coin du carré et qui est en relation avec un phénomène qui se passe, je crois, c'est d'ailleurs à Gabrinis. Enfin bref, ça me rappelle un truc que j'avais lu de Howard Powers qui avait vu que, la lune qui pointe sur le coin du carré, c'est une indication pour dire que à tel moment de la lune, il y a un truc qui pointe dans l'angle du Gabrinis. Oui, ils ont dû essayer de faire passer des messages comme ça. C'est marrant. Ah oui, il y a toujours relation avec les astres. On est issu des étoiles, on est de la poussière d'étoiles. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant que ce soit gravé dans le menhir, quoi. La lune. Ah oui, mais comme le cachalot était gravé, mais c'est drôle parce qu'il y a des gens là qui m'ont contacté de Géorgie, c'est-à-dire presque en Russie, quoi, qui sont enthousiastes par rapport au symbole du cachalot, parce qu'il y a des cachalots, il paraît, gravés partout là-bas. Ah ouais. Donc ils arrivent pour faire une sorte de... D'accord. C'est drôle. Hein. Donc il y a des symboles, des liens avec le temporal en Russie aussi, quoi. Bah, en tout cas avec le cachalot. Donc c'est moi. Non, mais le cachalot pour toi c'est le temporal. Voilà, donc ça leur ouvre des. Tu vois, il y en a qui m'ont contacté parce que l'enfant qui est né, qui est né, et la mère ou l'enfant s'accrochait à un doudou pieuvre en forme de poulpe. Pieuvre. Là, quand ils ont vu notre message au niveau des pieuvres, ils se sont dit mais c'est fou et impossible de lui retirer, quoi. C'était comme si cette incarnation qui a été difficile, un enfant a des problèmes et voilà. Et c'est comme si cette incarnation connaissait intuitivement son mécanisme intérieur, qu'il le voit représenté avec un doudou, et il fallait surtout pas lui arracher. C'est marrant. D'accord ? Donc du coup, ça leur a donné idée de me contacter pour essayer de comprendre. D'accord. C'est drôle, hein ? Je vous ai parlé de l'enroulement circulaire du frontal, vous voyez ? Eh bien, il se enroule par rapport à un axe ici, un axe virtuel, bien entendu, ça ne se voit pas, qui est en rapport avec l'atome de fer.
Analogiquement, vous avez la Terre ici et le centre, le noyau de la Terre, qui est du fer en fusion qui tourne et qui provoque de l'électromagnétisme. Donc une sorte de protection. C'est analogique, ça ressemble. Donc le mécanisme du fer dans l'organisme, donc l'oxygénation que l'on connaît, est très important pour aller vers l'évolution. D'où l'importance de la qualité de la respiration. Alors respiration pranique, mais respiration vibratoire, quantique, comme j'essaie d'expliquer dans les mouvements qui se passent dans les poumons, pour que tout se passe bien à ce niveau-là et que ça aille vers l'évolution et non pas l'involution, où là il y a souffrance, blocage, animalisation régressive, comme je vous parlais pour l'autiste. Donc voilà. On sait que le fer est un peu un souci chez les autistes. Et il y a une technique qui leur fait injecter de la vitamine B12, en fait de la méthyle B12, donc une vitamine B12 méthylisée, c'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de rentrer dans la physiologie avec le radical méthyle. Donc ce sont des injections qui sont assez fastidieuses, longues et tout ça, mais qui donnent des résultats. Il y a une femme qui a fait la promotion de ça, j'ai oublié. Mais en fait, on sait que la B12 est un cofacteur de l'assimilation du fer, donc des globules rouges, du fer dans les globules rouges. Donc quelque part, empiriquement, ces médecins ont trouvé que, à force d'injecter de la B12, on devait réactiver quelque part ce mécanisme-là, enfin c'est moi qui le dis, et que le cerveau de l'autiste commence à se redynamiser dans sa dynamique d'enroulement, et là l'autisme disparaît, un peu comme j'ai expliqué par exemple pour... j'ai fait une autre façon, mais c'est toujours l'enroulement qui va vers le futur, et l'autisme a un enroulement inversé, donc une animalisation, à cause notamment des vaccins, de l'aluminium. J'en reparle juste après, d'accord ? Et qu'à ce moment-là, il revient dans son côté animal qui prend le dessus, donc le cerveau reptilien, le striatum, le thalamus par rapport à la douleur, bon, bref, ici, voilà le mécanisme de l'autisme. Il perd la parole parce que là, le mouvement du temporal, qui est ici connecté à ce niveau-là, est fixé. Donc, ce que je n'ai pas dit l'autre fois, c'est que, vous voyez, quand je parlais de la méduse, vous voyez, elle fait comme ça, la méduse, d'accord ? Donc, normalement, la nature, si je ne m'étais pas trompé, n'aurait jamais dû faire un lobe temporal qui n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Vous voyez, le temporal, il est détaché ici. Oui. D'accord ? Alors pourquoi ? Normalement, ça aurait dû être un crâne global. Eh bien, il s'est passé donc une autre chose, c'est que dans le cerveau médusa, comme ça, vous avez une autre sculpture qui s'est passée, qui est celle dont je vous parlais, du mouvement ici, d'accord ? Le mouvement des temporaux, mouvement circulaire, qui, dans le cerveau médusa, comme ça, a resculpté un autre cerveau à l'intérieur. D'accord ? Donc, quand je parle du mouvement de l'os rocher, d'accord, du temporal comme ça, je ne parle pas, je n'ai pas encore eu le temps de dire que ce mouvement-là va sculpter le lobe temporal. D'accord ? Là, j'ai parlé de l'os. Mais le lobe temporal est soumis au mouvement de l'os temporal. D'accord ? Et on le voit ici, ce mouvement-là du lobe temporal, d'accord, fait un mouvement circulaire en piston, d'accord, qui est garant de sa bonne santé. Et chez les autistes, ce mouvement est bloqué. Il est bloqué parce que l'os temporal a été fixé, on l'a vu dans la conférence d'avant, d'accord, et ce mouvement-là est fixé. Donc, ce lobe-là est particulièrement attribué au langage, à la parole et à la réception du son, du codage du son. Donc, les autistes n'entendent pas, sont coupés du son et de surcroît ne parlent pas. C'est qu'en débloquant ce mouvement du temporal et en le désolidarisant du lobe supérieur, du lobe cortical ici, et avec l'importance ici du sillon temporal supérieur
qui, quand tout est bloqué, n'est pas vascularisé. Ça, ce sont des études qui montrent que le sang n'arrive pas bien, puisque c'est bloqué, le sang n'arrive pas à oxygéner ces sillons-là. Donc, ça donne des conséquences pathologiques donc, notamment l'autisme, d'accord ? Donc, à partir du moment où vous remettez ce mouvement-là, vous remettez le mouvement du crâne, vous désolidarisez tous ces deux lobes, que l'autisme s'améliore. D'accord ? Donc j'ai parlé du lobe. J'ai fait une petite parenthèse pour le lobe temporal. D'accord ? Par rapport à Médusa. On est toujours sur Médusa. C'est toujours le cerveau vibratoire quantique dont je parle, mais qui a une influence sur ce mouvement-là. Un mouvement en piston. J'ai fait une animation. Je pourrais te la passer. D'accord. D'accord ? Donc là, on est sur l'enroulement par rapport au fer. Je crois que j'ai tout dit. Oui, d'accord. Okay, d'accord. Alors ensuite. L'influence délétère des vaccins. Donc, on remet le crâne ici, d'accord ? Donc, vous voyez cet enroulement, on l'avait déjà dit, d'accord ? Donc, l'enroulement frontal appuie sur l'os frontal, qui est sur l'angle de la silice. Hein ? Donc, la silice, comme une trame, comme un filet qui prend les informations cosmiques, peut-être que je reprécise un petit peu mieux ce que j'ai dit, va donc donner l'information pour que le mouvement de l'évolution se passe. Si cet angle silice est bloqué, cela bloque et le crâne souffre, l'autisme apparaît, notamment, il y en a d'autres, hein, ça peut être aussi la schizophrénie, mais bon, restons sur l'autisme. Quand on injecte un vaccin, on va injecter des doses massives d'aluminium. Et l'aluminium rentre en compétition avec la silice. C'est par exemple le silicate d'aluminium que l'on trouve dans le ciment. Le ciment, c'est du silicate d'aluminium. Donc, l'aluminium va prendre la place de la silice, du mécanisme silice, et va bloquer le mécanisme silice, donc va bloquer le frontal, et le mécanisme va s'enrayer. D'accord. Par contre, il faut quand même préciser que le silicate d'aluminium est présent dans la croûte terrestre. Donc, comment est-ce que la nature a pu mettre quelque chose de naturel et que lorsque cela vient dans le cerveau, ça devient toxique. Bon, cela devient toxique parce que lorsqu'on injecte trop d'aluminium, et là les vaccins en sont bourrés, cela déstabilise l'équilibre naturel. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ici, ce filtre-là, on peut parler de trame, hein, c'est comme si c'était un filet qui recevait les informations, qui les filtre et puis qui va les dispatcher dans le corps au niveau des fréquences cosmiques, donc reçues par la silice. Mais il faut, pour pas que le mécanisme s'emballe, il faut un frein, il faut un modérateur. Et le modérateur, c'est l'aluminium. Il faut un peu d'aluminium dans le cerveau pour éviter que le mécanisme s'emballe à fond. Sinon, tu serais complètement cuit ou tu deviendrais dingue tellement tu recevrais l'information. Okay. Donc, tout est une question d'équilibre entre les récepteurs silice et un petit peu les modérateurs aluminium. Mais trop d'aluminium bloque tout. Donc, voilà le drame actuel à cause de l'aluminium vaccinal. Ok, merci. J'ai pas pris mon os temporal de Paris, mais j'ai un os temporal éclaté, c'est-à-dire on voit à l'intérieur. Et à l'intérieur, donc au centre de l'os, au centre du triangle, du rocher, il y a les deux organes essentiels pour l'homme, qui sont l'audition et l'équilibre. C'est l'audition, c'est le son, c'est tout le message qu'on a souvent aussi dans le Christ. Hein, c'est le verbe, il parle. Bon voilà, c'est le message par le son. Et ces deux organes, donc on a pour l'équilibre, on a ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires. Ça fait un peu comme trois cercles qui sont l'un dans l'autre, donc qui analysent notre position dans l'espace. On retrouvera l'analogie avec les cercles de la vésicule Piscis, où il y en a que deux, mais on peut en rajouter un troisième. Et ce que j'essaie d'expliquer avec le ballon, là, on a ces trois sphères qui spatialisent le corps, à la fois dans un espace de l'au-delà, voire surnaturel, et le nôtre. Donc ça se met dans l'oreille.
Je veux dire, c'est au centre du rocher. Et on a un deuxième, ça s'appelle la cochlée, c'est-à-dire c'est un petit limaçon dans lequel il y a le son qui rentre. Le son est, bon, je fais pas un cours, mais il faut savoir quand même qu'il est transmis par un liquide, et vous avez des petits corps ciliés qui vibrent, et c'est à partir de ce moment-là qu'on décode le son. Il y a les sons graves et les sons aigus qui sont au centre et à l'extérieur, donc c'est vraiment très sophistiqué. Et cette analogie de la cochlée, donc du petit serpentin à l'intérieur de l'oreille, nous ramène au grand mouvement spiralé de l'intestin. Et c'est là où on fera le lien entre le Christ, et je vous dirai pourquoi l'ADN du Christ, et le message de l'intestin qui est le message de Marie, de la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est l'intestin dans la tradition, et c'est aussi le décodage à faire par rapport au calcium. Pour moi, Marie est la représentation, la structure calcique du corps. C'est pas péjoratif du tout, hein, parce que ça veut pas dire qu'elles n'apparaissent pas. Hein, c'est marrant parce que du coup, ça met du féminin dans le calcium, comme la chambre oui. de la reine. Ah oui, c'est vrai, ça met du féminin. Alors, ce que je faisais, si vous voulez, parce qu'en ce moment, donc on a alors ce que j'appelle le gène d'hybridation primordiale, qui est les mémoires et les séquelles de l'implantation des transmutations génétiques là, qui nous ont fait au niveau de la mastoïde, hein. Sûrement une injection, c'est pour ça que j'avais mis une seringue, la grosse picouse comme tu dis. Ça a dû se passer comme ça, moi je l'ai vécu en tout cas, donc je pense que c'est vrai, enfin je l'ai vécu pas en vrai, je l'ai vécu en translation si vous voulez, en mémoire. J'ai pris une décharge comme si je mettais les doigts dans le 220 volts, carrément. Ouais. J'étais à plat ventre sur mon lit, et puis avec la tête contre l'oreiller, puis j'avais le bras qui pendouillait comme ça. Bon, je dormais. Tout d'un coup, je vois une grande lumière bleue dans la pièce. Je me dis, ça y est, ils reviennent pour me faire chier. Et devant moi, je vois une paire de pieds et des chaussures de 10-12 cm, quoi. Donc c'était un tout petit bonhomme comme ça. Et puis, impossible de bouger. Là, c'est vraiment là, comment dire, on se sent complètement sans tonus, quoi. Je me dis, bon, c'est pas la peine de s'énerver, ils sont plus forts que moi. Donc là, ils m'ont enfoncé un truc derrière l'oreille, comme ça, dans la tête. J'ai bien senti, quoi, carrément à la perceuse. Quoi. Bon. Et donc, ce mécanisme d'hybridation primordiale qui gère les ADN, l'ADN, les différents ADN, est toujours en action en 8. Et donc, il a un mouvement d'aller-retour. Hein, on retrouve le mouvement en 8 de partout, de l'iliaque, hein, c'est le même au-dessus. L'infini. L'infini dans le mouvement, donc il doit animer le temporal en mouvement circulaire. Donc, on a un mouvement allant qui est l'ADN et un mouvement retour, l'ARN. Vous savez que l'ADN, l'ARN, ce sont deux, on va dire, molécules, je ne sais pas comment dire, qui informent les protéines du travail à faire, etc. Donc tout ça, c'est en dynamique primordiale dans ce mouvement du temporal. Donc ça gère notre ADN. Mais quelque part, une fois que je l'avais réparé, parce que je me le fais tous les jours, hein, en ce moment c'est difficile, hein, je me préserve comme étalon, pour après faire du bon boulot sur les gens si on me demande, mais c'est difficile en ce moment parce que tout bouge. Et donc on a une référence, c'est le centre du 8, hein, le centre du 8, donc le nœud, hein, là où le 8 revient. Et le nœud, c'est l'ADN du Christ. C'est-à-dire que j'ai eu peut-être l'intuition ou le privilège d'être informé que le message de l'ADN du Christ, c'est entre les deux. C'est-à-dire c'est ni une action ni une rétroaction. C'est l'ADN fondamental de référence. Et je pense que ça a été ça. Et peut-être un ADN extraterrestre nouveau. Peut-être que ça sort du nœud. Tu vois, ça sort tu vois, peut-être que ça vient c'est du... énorme. Tu vois, c'est énorme parce que moi, je vois le truc schématiquement, symboliquement, ça rejoint des concepts que j'ai en schéma. Ah bah je suis content. Le 12 plus 1... tu te rends compte, je suis pas tout seul. Ça me fait plaisir, tu sais ce que tu me dis. C'est un truc de fou comme ça résonne. C'est un truc... Ah, je suis content. Et donc d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est là où on va rejoindre la pulsation. C'est que quand je me teste ça, donc le temporal s'arrête et le centre du nœud où je demande, je fais une translation ADN du Christ, se met à pulser. Tu vois, c'est comme si c'était vraiment l'origine de la vie au centre. Ça pulse et après, donc, ça va se dispatcher dans le corps en mouvement et après redescendre pour informer l'iliaque, le foie, comme je vous ai dit. Super. Ouais, ce centre, pour moi, ça symbolise l'équilibre masculin-féminin. Oui, ah bah oui. Et du coup, quand on est parfaitement équilibré, il y a ce point central. Et donc, chez toi, enfin, on va dire dans ton
dans mon concept, ressenti. dans ta façon de voir, Oui. comme tu dis tout de suite, c'est la pulsation. Oui. On peut aussi parler de source, enfin bref, je veux dire, mais en tout cas, ça rejoint l'idée, le point central du Le 8, point de central l'infini, du 8. qui est Alors, vraiment, pour moi, le symbole de l'équilibre, en fait. C'est alors comme ça que je le vois. mais tout à fait, tout à fait. Mais c'est sûr que C'est là où on va, parce que le Christ est Christ parce qu'il est parfaitement équilibré. Exactement. Il était une interface entre l'ère qu'est-ce que c'était avant, du bélier et du poisson. Et maintenant, on rentre dans l'ère du Verseau, donc il y a un nouvel équilibre à trouver dans le corps. Alors, est-ce que c'est là, est-ce que c'est autre part? Pour l'instant, on recherche. Et donc, tu vois, par rapport aux pulsations, moi, jamais je voulais en parler tellement. Mais maintenant, la cathédrale a été incendiée, ma vie a changé, donc ça peut intéresser. Puis, grâce à toi, je pense que voilà, je peux raconter. Bah, ça ouvre des portes, quoi. Bah, je pense Après, c'est encore une fois, c'est à tout le monde de faire son chemin. Ça crée des déclics et puis ça fera son chemin, tout simplement. Donc, si tu veux, quand on a mis à la maison ici, on avait fait une arche en granit, d'accord? Donc, tu as des morceaux et le dernier à faire, c'est la clé. Ça s'appelle une clé de voûte. Hein, c'est la dernière pierre qu'on met un peu en V pour que tout tienne. Et là, je faisais des expériences. Bon, je testais un peu. Alors, il fallait que la voûte soit absolument au niveau sur des proportions qu'on a mis beaucoup de temps à trouver. Puis à un moment, on a réussi, on a fait sculpter, voilà l'arche. Et donc, quand le maçon a mis la dernière clé de voûte, donc a mis la clé qui a donc uni les deux branches de la voûte droite et gauche, on va dire peut-être masculin, féminin, mon cerveau s'est mis à pulser, comme un fou. Donc quelque part, il avait fait exploser l'énergie dans l'air et que mon cerveau avait reçu. Et donc j'ai bien compris le mécanisme, le symbole de la clé de voûte et qu'on pourra après associer à la pierre philosophale, au mégalithe. Tu vois, la pierre qui en elle-même va pouvoir faire jaillir la pulsation. Et quel rapport avec l'arche, pardon, je suis désolé, mais quand tu parles d'arche, moi ça résonne, enfin ça me parle à fond, oui. Mais j'ai pas compris le rapport avec l'arche dans ton cas. Bah, c'est-à-dire que c'est une voûte, c'est une arche. Tu vois, c'est comme oui, ça. d'accord, je croyais que tu parlais de l'arche dans le sens bateau, de l'arche de Noé. Ah non. Ah bah peut-être qu'il y a un rapport. Non. Là, en tout cas, ça résonne avec l'arche de Noé, moi, c'est marrant. Ah voilà, bon, tu vois, c'est comme ça. Ok, d'accord, désolé. Et alors, dans mes expériences parisiennes de l'époque, où, bon, je vous ai raconté le Louvre, et puis, bien entendu, aller tester les cathédrales. Et Notre-Dame de Paris a été un grand moment dans ma vie, parce que je revenais d'Égypte, et, et en testant les statues d'Égypte, quand tu te mets en phase avec, notamment Osiris, tu as le retour au niveau pulsation. Donc, il faut savoir que toutes les statues et tous les dessins qui sont représentés sont créés sur des nombres d'or. Enfin non, sur une architecture sacrée. Ce n'est pas c'est pas de l'art moderne. Tu vois, ça fait passer un message par l'architecture. Et ce message va interférer avec ton corps énergétique. Et Osiris, je l'avais déjà perçu comme quand tu plonges dans la tête d'Osiris, tu as au niveau vibration, au niveau pulsation, une accélération de la pulsation, notamment entre tes deux yeux, c'est-à-dire le point troisième œil, le point ajna. Le point ajna qui est en projection derrière. Derrière, il y a l'ethmoïde, donc le cube. Et ce point de projection a la couleur verte. Et on retrouvera le symbole d'Esmeralda et la table d'émeraude. La table d'émeraude est en fait la symbolisation, si vous voulez, ou le message codé de cette translation au niveau de l'énergie de couleur verte dans une structure cubique que va recevoir l'ethmoïde. Et l'ethmoïde est analogiquement l'os du foie. On retrouvera le foie qu'on a dit tout à l'heure, mais donc voilà, l'os du foie, et le foie a, au niveau acupuncture, la couleur verte. Et puis en plus, il y a la bile, c'est vert. Voilà, c'est verte. Ah d'accord. D'accord. Non, parce que je voyais pas le rapport là avec la. Bah, que tu parles d'ajna, parce que l'ajna, c'est pas symboliquement, c'est pas vert, quoi. Mais c'est pas ça. Ben, moi, je l'ai testé comme ça. D'accord, ok.
D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu, on va dire, qu'est-ce qu'on dit, révélation, ça fait toujours un peu emphatique, quoi. J'ai eu cette curiosité d'aller tester la cathédrale de Notre-Dame avant qu'elle brûle. Hein, puisque en fait, elle a été brûlée pour faire disparaître tous ces mécaniques qui nous font jaillir la connaissance. Malgré tout, même si elle a été désacralisée avec les touristes, il y a quand même des choses qui restent et qui sont les œuvres de protection de Paris, de protection de la France, parce que ce sont des machines des machines intemporelles qui nous permettent de garder quelque part une référence par rapport au marasme de l'évolution. Et donc, quand je projetais comme je faisais sur Osiris, mon cerveau sur l'ogive du grand portail central, eh bien, j'avais cette augmentation de la pulsation. Et c'était pour moi si vous voulez, un des rôles de cette architecture géométrique, puisque c'est le nombre d'or sur la cathédrale, qui doit interférer sur notre corps énergétique. Et Notre-Dame était un outil formidable là-dessus. Et donc, continuons. Notre-Dame, donc par rapport à cette pulsation, était donc associée à Osiris, comme je vous ai dit par rapport à l'Égypte, et Isis, qui est donc le parèdre. Le parèdre, c'est la femme de l'entité masculine. Eh bien, nous avions Isis, qui était la forme blanche autour de la cathédrale, qu'on a sur Sainte-Geneviève, si vous voulez. Sainte-Geneviève, la forme blanche qui protège, qui erre dans Paris. Et donc, on a le message qui est par Isis, Père Isis, donc la maison d'Isis, animée par Osiris au centre. T'aurais une astuce pour qu'on puisse soi-même réactiver le temporal ou quelque chose comme ça? C'est impossible? Alors, l'astuce, c'est difficile. Là, par exemple, la fille que j'ai eue, donc, qui sortait un petit peu de l'enfant martyrisé, que je sortais de 3 jours de soins, j'ai commencé à lui apprendre à rentrer dans son mécanisme Médusa. Et là, pour elle, ça a été une révélation, parce que déjà, rentrer avec ses propres mains dans le système Médusa, c'est déjà un sacré challenge, surtout au bout de 3 jours. Oui. Donc tout est possible à apprendre, mais il faut quand même avoir un petit peu de patience, être un petit peu, intéressé. Enfin, c'est pas qu'un gadget, quoi. Ouais. Et toi, est-ce que tu aurais une technique comme ça à faire? Enfin, non. Non, c'est impossible de dire comme ça. On ne peut pas le faire comme ça, non. Pour se tester soi-même. Non, déjà indiquer comment ça marche. Après, ça peut déjà éveiller un peu, puis après on pourra faire un peu de pratique. C'était au cas où, comme ça, si les gens veulent s'exercer eux-mêmes à palper leur cerveau vibratoire quantique chez eux. Ils peuvent essayer. Médusa, oui, bien sûr, tout le monde peut essayer, mais c'est un peu comme toi, tu es allé au menhir de Kerloas, tu n'as rien senti. Mm-hmm. Il faut être initié, quoi. C'est une technique. Si t'as pas le coup de pouce pour déclencher le mécanisme ultra sensoriel des neurones, pas facile. Hein. Mais bon. La façon dont tu as aidé à ressentir ses vécus elle-même, c'est quelque chose que tu as pu faire avec elle uniquement parce qu'elle était en présence, quoi. Tu peux pas le faire à distance. Ah non, c'est moi qui lui ai mis les mains et tout ça. Ah oui, d'accord. Et c'était au bout d'un traitement si vous voulez, elle a vécu... elle est anonymée, donc on peut parler, personne ne saura qui c'est. Donc c'était quelqu'un d'ultra sensible, qui a été, on va dire, incesté, violé par son beau-père à 5 ans, qui a perdu son père, elle était encore dans le ventre de sa mère, donc c'est quand même un destin dramatique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines de grossesse, sa mère perd son mari. Et donc elle était dans le ventre, donc ça a fait une détresse absolument incroyable. Elle a été donc après abusée par son beau-père et tout est remonté vers l'âge de, je sais plus quel âge elle avait, elle m'a dit, et donc ça lui a complètement fait disjoncter son cerveau vibratoire.
Donc, elle est partie en hôpital psychiatrique où là, elle était droguée comme tous, donc anesthésiée complètement par rapport aux neurones qui hurlent, quoi. Elle s'en est sortie, elle a fait beaucoup de travail sur elle, beaucoup de recherches et tout. Et là, elle a été attirée par la vidéo et là, j'ai dit oui. Et donc, elle est venue 3 jours. C'est minimum 3 jours avec un traitement en médecine vibratoire quantique qui est assez puissant parce qu'il n'y a pas qu'avec les mains, il y a autre chose. Et donc là, on a commencé à resculpter son médusa, qui est donc était complètement bloqué, pas de pulsation-mouvement comme tout le temps, hein, mais en plus sphérique. C'est-à-dire que quand vous avez un stress, on passe en sphère. Une bactérie qui est déshydratée, stressée, elle se fait une coquille autour, elle passe en stress. Analogiquement, un hérisson, quand il est agressé, il passe en boule, il passe en stress. Vous voyez, la sphère, c'est le côté protection, où après on peut survivre, quoi. Donc le cerveau était en sphère, pareil, hein, une boule à l'intérieur, sans pulsation mouvement, et très densifié. Donc il a fallu tout redisséquer, tout réactiver, couche par couche, gramme par gramme. C'est un boulot vraiment conséquent, hein, c'est énorme. Hein. Mais bon, j'avais envie de le faire parce que je suis touché par tout ce qui est enfant martyr, bien entendu. Moi-même, je vous dis, avec les passés karmiques, là, quelque chose, ça me touche. Hein, bon. Et donc, on a fait ça. Et après, on peut même dire que ça m'a beaucoup apporté. Par exemple, quand vous avez... ça rend des gens assez insensibles et aptes à l'automutilation. Donc elle se scarifiait, elle se brûlait quand elle était petite et elle disait que ça lui faisait du bien. Et donc là j'ai bien analysé sur elle que c'est en fait le thalamus donc le thalamus est un noyau autour à l'intérieur du striatum, au centre du cerveau, qui gère la douleur. Il est au-dessus de l'hypothalamus, d'accord ? Hypo c'est en dessous et le thalamus est au-dessus. Hein, vous avez hypophyse, hypothalamus, thalamus. Et le thalamus gère la douleur. Et la douleur est tellement intense, psychique, quoi. Par exemple, la grande peur, quand elle sentait son beau-père rentrer dans la chambre pour l'abuser, quoi, ça la terrifiait. Elle était fixée, elle allait sous les draps, mais elle savait qu'elle allait y passer. Donc on a tout revécu, les étapes. Hein, vous voyez, c'était pire pour elle. L'attente du moment où elle entend la porte s'ouvrir et le beau-père aller sous les draps, que l'acte elle-même, lui-même. C'est très curieux, ouais. Et donc là, vous avez le thalamus qui se fixe. Ça a été un peu nouveau. Et le mécanisme de douleur qui fait comme une carapace, qui fixe comme une sorte de champ vibratoire de protection, un peu, comment je veux dire, fixé tout autour du corps, qui fait que ça crée une sorte d'insensibilité de partout. Tu vois, et là ça ne lâche pas et donc après pour arriver à se défaire de cette peur du thalamus qui a fixé tout le corps dans ce champ de blocage, il faut le lâcher, quoi, dire au thalamus ok, plus peur et tout. Et là on a fait ça m'a appris que le thalamus est très important par rapport à ça et garde cette mémoire autour du corps, comme si entre les cellules de tout le corps, vous aviez une couche métallique de protection, comme une armure qui se passe, et ça rend insensible. D'accord ? Et pour continuer à essayer de sentir quelque chose, un peu de plaisir et tout, il faut la percer. Et la percée, c'est la scarification. C'est-à-dire, ça va de percement des aiguilles, des brûlures de cigarettes, mais aussi les tatouages et les piercings sont un peu ce même genre. Vous voyez, il faut se percer la peau pour arriver à essayer de voir ce qu'il y a sous cette carapace métallique de peur qui est toujours fixée par le thalamus qui n'a pas lâché. Hein, c'est comme un bernique au rocher, il ne lâche pas. Et là, avec elle, elle m'a apporté ça. On a réussi par la technique à relâcher le thalamus. Alors pareil, on interroge le cerveau, on passe de la tête au corps, et là, d'un seul coup, son corps qui était devenu une sorte de souffre-douleur, quoi. Elle n'arrivait plus à vivre, elle était fixée cellulairement dans son espace, elle ne pouvait plus progresser. Ça a lâché, elle était même étonnée, et moi un peu aussi, mais elle était prête. Et donc là, le boulot par rapport à ces enfants martyrs, voilà comment on peut le proposer. Hein.
essayer de lâcher cette peur qui a été induite par le prédateur, hein, le pervers narcissique, le pervers sexuel, et Dieu sait s'il y en a maintenant. Ouais. C'était les profondeurs de l'ancien monde, j'ai envie de dire. Oh là non, il y en a encore, oui. Oui, parce qu'on est en pleine transition. Ils sont en train de disparaître. Bon, espérons. En tout cas, moi j'explique comment ça se passe chez les enfants qui ont vécu ces peurs. Bon, là c'était une peur extrême, une peur de souffrance. Et puis ce qui est terrible aussi, c'est que la mère n'en voulait pas. Donc ça fait troisième effet difficile. Donc, elle perd son père, elle a quelques mois de gestation, elle est abusée par le beau-père qui était en fait le frère de son père qui est mort, et en plus sa mère n'en voulait pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme la mère n'en voulait pas, elle ne défend pas sa fille et elle la lâche au pervers sexuel, une sorte de vengeance presque inconsciente, en disant je t'ai pas voulu, t'es là, tu m'as fait souffrir, maintenant on va te faire abuser, comme ça je serai vengé, quoi. Ça fait beaucoup pour une fille. Bah, c'est clair, tu m'étonnes. J'ai une question qui me vient, c'est est-ce que elle avait par hasard le cordon autour du cou quand elle est née ou pas? Ah, je n'ai pas posé la question, non. Avant de naître, non, parce que moi, que j'ai vu une magnétiseuse, quand j'ai vu des soucis perso, ah oui, elle m'avait expliqué, elle avait creusé même dans le prénatal, quoi. Et moi, j'avais souvenir, on m'avait dit que j'avais eu le cordon autour du cou, quand j'étais dans le ventre, et donc cette magnétiseuse, cette personne m'a expliqué que, très simplement, qu'en fait, un enfant qui a le cordon autour du cou, c'est un enfant qui veut se suicider, quoi. Alors, ce que tu dis est curieux. Qui ne veut pas venir, finalement. Oui, il s'enroule, quoi, il ne veut pas venir. Comme s'il y avait une volonté prénatale du bébé de ne pas vouloir finalement naître. Peut-être, alors là... Donc elle n'a pas eu ça, elle. Non, par contre, là où elle a somatisé, c'était dans le cou, justement. Et on a passé des heures et des heures à lui enlever les mémoires toxiques dans les vertèbres du cou, notamment axis. Donc la deuxième et C3, comme si... mais il faut penser que ce sont des vertèbres fusibles qui font que la souffrance qui serait trop forte dans le corps, quand elle est dégagée par le cerveau, doit être filtrée quelque part, elle doit être fixée dans un os, pour éviter que ça descende trop dans le corps et que ça fasse trop de dégâts physiologiques. D'accord. C'est-à-dire que ça fasse des cancers tout de suite, ou des dérèglements tout de suite, ou voilà. Et donc là, c'était dans le cou. Et elle avait effectivement beaucoup de problèmes de cou. Elle avait eu, et puis encore, des douleurs, mais intolérables, quoi, des douleurs que ça ne passait qu'au Doliprane, et encore, ça revenait. Et là, effectivement, j'ai vu qu'il y en a passé, donc les mémoires comme j'explique, les mémoires de stress dans l'os étaient concentrés, confinés dans ces vertèbres-là, et il a fallu les passer, et ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu dis, le cou fait un peu fusible, quoi. Ok, peut-être qu'elle avait le cordon autour du cou. Peut-être qu'elle avait le cordon, voilà. Au moment de... Voilà, donc par rapport au cervical. Bon, après les cervicales, c'est vrai que, vous vous rappelez, je vous ai dit que l'artère, vous vous rappelez, l'artère carotide interne passe dans le temporal, d'accord? Donc pour faire un système électromagnétique, tiens, d'ailleurs je te montrerai, on fera une petite vidéo sur la machine à faire au violet, où on a un électroaimant dans lequel doit passer l'eau pour la désinformer. C'est un peu la même chose, mais à l'envers. Là c'est pour informer. Un peu le même système. Si tu veux, on fera le... D'accord. Parce que l'eau violet, c'est une eau cosmique qui rappelle l'astrobiotique. C'est-à-dire c'est une eau chargée cosmiquement avec des métaux, des minéraux. Alors, par exemple, si on prend ici ce qu'on a dit au niveau du fer, l'axe du fer sur lequel s'enroule le cerveau, vous vous rappelez, par rapport à la méthyl B12, par rapport à la... Oui. D'accord ? Eh bien, il y a le même derrière qui est un axe du cuivre. D'accord ? Mais si vous prenez du cuivre, ça marche pas. Il faut prendre, en tout cas j'ai testé, il faut prendre cette eau violet, c'est-à-dire que, c'est Marcel Violet qui a fait la machine, là on l'a reconstituée ici, donc elle marche, et où tu as de l'eau chargée des ondes cosmiques, donc on va dire des émanations planétaires, un peu comme j'ai décrit dans l'astrobiotique. Façon égyptienne, un peu. Façon égyptienne aussi, peut-être parce que peut-être qu'il y avait ça aussi, tout à fait, où tu as des atomes de cuivre qui sont dedans, mais qui sont en rapport avec le cosmos, donc en rapport avec les métaux de l'évolution. Métaux alchimiques, peut-être métaux de l'évolution. Et là, c'est très important parce que ça tourne comme ça aussi, et ça permet d'enrouler ce mécanisme-là.
On a le cervelet qui est derrière. Bon, là, il n'y est pas. Hein, et notamment, Laurent Duro parle de l'importance du cervelet. Voilà, le cervelet, c'est beaucoup plus important que... Moi, je fais court là-dessus. Okay. Qu'on le dit. Donc, on est sur cet enroulement. Donc, d'accord. Donc, on a le premier mécanisme d'information du sang par un os, mais on en a un deuxième. Alors là, il faudra qu'on fasse sur une planche. Okay. C'est que dans les vertèbres du cou, ça c'est extraordinaire, tu as un trou, on appelle ça le trou vertébral, sur les côtés, dans lequel passe, alors c'est la carotide ou l'artère vertébrale. L'artère vertébrale. Tu as le sang qui passe dans un trou des vertèbres sur les côtés, dans les épiphyses transverses. Et donc, c'est comme si les vertèbres du cou, analogiquement à ce que j'ai dit pour le temporal, chargeaient magnétiquement le sang avant qu'il monte au cerveau pour donner une information X. Et quand les vertèbres ont fait fusible, comme le cas parce que les vertèbres ont fait fusible avec tout ce qu'elle a subi, eh bien, le sang qui monte au cerveau se trouve perturbé, se trouve bloqué dans son oxygénation. Donc, ça ne peut pas contribuer à l'oxygénation supérieure demandée par le cerveau qui doit évoluer. Il est fixé, et à ce moment-là, les malheurs, comme elle, arrivent. Elle ne peut plus bouger. Elle est elle est coincée dans son espace-temps cellulaire. Et elle a beau se débattre, elle est dans une carapace, et elle ne peut pas l'exploser. Et c'est le travail qu'on a fait. On a réussi à la sortir de sa carapace. Mais c'était un boulot fou, hein. Sortir de sa carapace de blocage cellulaire, notamment aussi avec le cou. On a beaucoup travaillé. Et là, le sang se réoxygène d'une façon différente, et le sang oxygéné d'une façon améliorée va donc contribuer à réoxygéner le cerveau et l'enroulement qui va la projeter vers le futur. Et là, on a fait un travail top, quoi. Ah oui, d'accord. La plus grande œuvre que je puisse donner aux gens, et aux enfants surtout, c'est que l'affect peut être traduit en vibration. Parce qu'on sera tous en train de chercher l'amour de sa mère qu'on n'a pas eu. Alors en plus, pour tous ceux qui n'ont pas eu de vrais parents ou qui ont été martyrisés, l'amour du père qu'on n'a pas eu, la reconnaissance qu'on n'a pas eu. On est tous en train, comme des petits oiseaux, là, on attend la béquée des parents pour être nourris là-dessus. Et ça, c'est un piège, parce qu'on ne l'aura jamais. Ça n'ira jamais comme on veut. Jamais. C'est énorme, parce que ce matin, j'ai partagé une phrase que j'ai écrite. J'ai dit la vérité n'a pas de copyright, et en dessous, j'ai mis la reconnaissance ne se réclame pas. Ça va un peu dans ce sens-là, oui. Ça m'amuse parce que je l'ai écrit ce matin. Ah ben, nous sommes connectés, cher ami. Nous sommes en synchronicité. Donc là, ce que je propose et qui marche, on va dire aux enfants, aux adolescents, c'est donc ils sont désespérés parce que leurs parents ça va pas, et puis il y en a qui sont morts, ils ne le retrouveront jamais, ils seront toujours à la quête de quelque chose qu'ils n'auront jamais. Oui, mais sauf si on traduit en pulsation, mouvement. C'est ça que j'offre aux gens. C'est-à-dire que ton père, ok, il dit ça, mais en fait, tu vas retraduire tout en pulsation, donc le désir d'avoir l'énergie du père que tu étais en train de quémander par rapport à lui, tu l'auras différemment. Tu l'auras par rapport à cette vibration, cette pulsation qui va te redonner la même chose et complètement mieux parce que tu seras plus dépendante de son image. Ça sera une énergie qui vient d'ailleurs du cosmos, la vraie pulsation, la vraie énergie de liberté. Tu seras complètement libre. Pareil pour la fille. La fille qui est toujours en train de quémander ou d'être jalouse en conflit avec sa mère et tout ça, parce qu'il n'y a pas eu la pulsation. Tu lui redonnes la pulsation et elle va enfin pouvoir, épanouir sa vraie personnalité. Et non pas faire un copier-coller par rapport à celle de sa mère qui essaie de... Voilà. Ça, je donne ça, je sais donner ça, et je crois le plus beau, si je puis dire, qu'on a pu me faire comprendre, tu vas conscientiser et retransmettre aux gens, je crois que c'est ça. La vraie liberté. La vraie liberté des êtres, c'est de ne pas quémander par rapport à leurs congénères, c'est de retrouver l'énergie intérieure, pulsation, mouvement, masculin, féminin. Voilà. Merci.